suis vraiment ravi d'être avec vous. D'abord et avant tout parce que cette transition de carrière du monde étudiant au monde professionnel, c'est quelque chose qu'on vit si on se lance comme ça dans la vie professionnelle. Et ce qui est formidable, c'est que si transition se conjugue au singulier, en fait, il n'y a pas de transition unique. Chacun et chacune d'entre vous vont forger votre propre transition. À la faculté de musique, je suis vice-doyen, je suis professeur de basson et moi, j'ai terminé mes études assez rapidement, à peine 21 ans, en me disant que j'allais jouer du basson dans les orchestres symphoniques à Montréal. Puis, bon, je ne vous dis pas mon âge exactement, mais près de 30 ans plus tard, je suis vice-doyen, je suis compositeur, je suis chef d'orchestre. Ce sont toutes des activités que je n'aurais jamais pensé faire et qui me rendent extrêmement heureux et motivé chaque jour de faire mon métier. Donc, pour nous parler de cette transition-là, on a aujourd'hui avec nous deux femmes au parcours inspirant, la soprano Marianne Lambert et l'avocate Aïcha Tori, qui vont se présenter et donc avec qui je vais m'entretenir pendant une quinzaine de minutes au sujet de quelques enjeux qu'elles ont pu vivre durant cette période charnière de leur développement professionnel. Puis ensuite, donc, comme Virginie vous l'a dit, on vous invite à poser vos questions à nos deux panélistes et donc, on va avoir un échange autour des thèmes que vous soulèverez. Et ne vous gênez pas pour poser ces questions-là parce que les parcours sont uniques et ce qui marche pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Et surtout, vous pourriez vraiment être surpris et surprise de voir qu'une ligne que vous lancez comme ça, un peu par hasard, vous amène à des endroits absolument merveilleux. Donc, merci de votre présence. Marianne et Aïcha, bienvenue. Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut se lancer. Je vois le micro ouvert d'Aïcha. Donc, peut-être, Aïcha, tu peux te présenter brièvement, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Aïcha Tori, je suis avocate et j'ai étudié à la faculté de droit pardon, de l'Université de Montréal. J'ai fondé ma pratique qui s'appelle Ars Avocat il y a près de 4 ans. Et aujourd'hui, je travaille avec les entrepreneurs des industries créatives. Donc, j'ai des clients dans l'industrie de la mode, l'industrie de la musique, les arts visuels, le divertissement de manière plus générale. Euh, et c'est ça. Merci, Aïcha. Si Aïcha est là aujourd'hui, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant avec cette connaissance du milieu musical, c'est tout ce qui est lié aux questions de droit, de contrat, qui sont peut-être pas le sujet qui vous passionne le plus, mais qui va certainement devenir un des thèmes les plus nécessaires à maîtriser dans la suite de votre parcours. Donc, aujourd'hui, avoir accès à Aïcha, c'est vraiment une mine d'or pour vous. Marianne, à ton tour. Ouais, ben en tout cas, petite parenthèse, je veux juste vous dire que moi, je me suis armée de mon crayon puis de mon papier pour prendre des notes de ce que Aïcha, parce que je suis sûre que ça va me servir à moi aussi. Donc, je suis Marianne Lambert, soprano. J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Montréal il y a quelques années, déjà ça commence à s'accumuler tout ça. Donc, donc j'ai fait l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, puis j'ai chanté dans plusieurs maisons d'opéra, euh, surtout en Europe, ici au Canada. Puis voilà, puis en ce moment, je continue ma carrière et j'enseigne le chant classique au Cégep Saint-Laurent. Merci, Marianne. Alors, pour casser la glace, pour ouvrir le bal, moi, ce que j'aimerais vous demander d'abord, à tous les deux, je vais vous demander la même question. Est-ce que vous vous sentiez prête, préparée à affronter le monde professionnel? Puis, comment ça s'est passé, votre transition? Alors, Marianne, je ne sais pas si tu veux tout de suite te lancer. Oui, ben en fait, c'est que moi, j'avais la faculté je vais vous dire, peut-être vous allez me trouver drôle, mais la faculté de l'innocence. C'est-à-dire que je me lançais sans trop avoir peur, sans trop penser aux conséquences. Je me rappelle de mon sentiment quand j'avais fait mon récital fin maîtrise. Pour moi, toutes les portes étaient ouvertes, puis tout était possible. Donc, j'étais pleine de rêves, je me donnais aucun obstacle. Donc, j'avais cette habilité-là de ne pas me créer des obstacles finalement. Donc, j'étais pleine d'espoir. J'allais aux auditions, toutes les auditions qui s'offraient à moi. Donc, voilà, j'avais pleine d'énergie. Donc, un premier conseil, peut-être juste de ne pas penser aux choses qui pourraient mal se passer, finalement, que de se dire que tout est Voilà, d'être possible, hein? positif. Juste focaliser sur les choses positives et possibles. Ben Euh, oui, il faut rêver. C'est important de rêver. Ouais. Merci.
De ton côté, Aïcha, comment ça s'est passé? Est-ce que je me sentais prête? Non. Je me sentais pas prête, mais j'étais consciente que que ce qui était devant moi était complètement différent de ce que j'avais appris à l'école et c'était correct. C'était correct parce que j'en étais consciente. Euh, donc, au moins, quand je suis arrivée sur le marché du travail ou quand j'ai quitté la faculté, ça n'a pas été un choc pour moi. Je m'attendais à ce que les choses soient bien différentes. Euh, je pense qu'il faut juste en être conscient et prendre ça au jour le jour. Avec le recul, toutes les deux, vous avez quelques années de parcours professionnel derrière vous. Est-ce que vous êtes où vous vous imaginiez que vous seriez à la sortie de l'école ou vous êtes déjà complètement ailleurs? Aïcha? Je suis déjà complètement ailleurs parce que quand j'étais à la faculté de droit, moi, je pensais prendre le chemin un peu traditionnel de l'avocat, c'est-à-dire faire son barreau, faire son stage, puis ensuite travailler soit en entreprise, soit en cabinet. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. OK. Et toi, Marianne? Ben, en fait, moi, mon objectif était d'être une bonne musicienne, de gagner ma vie, puis d'être heureuse dans mon métier, d'avoir la reconnaissance de mes pairs. Je voulais enseigner aussi, tout en. Donc, je peux dire que je suis rendue ce que je m'imaginais. OK. Donc, ouais. C'est intéressant. Puis encore, question commune peut-être. Est-ce qu'il y a eu, bien, peut-être je vais la lancer d'abord à Aïcha, puisque tu me dis que tu n'es pas exactement où tu pensais que tu étais. Est-ce qu'il y a eu un moment le mot anglais, c'est wake-up call, un moment, là, Mm-hmm. un moment charnière où tu t'es dit, OK, c'est vraiment pas ce que je pensais. Puis justement, ce changement-là dont tu parles, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été déterminants, une espèce d'illumination? Tu dis, OK, je m'enlignais vers ça, mais finalement, c'est pas du tout ça. Puis, Mm-hmm. ça a été quoi ta réaction à ce moment-là, puis les actions que tu as peut-être pu mettre en branle? Ouais, donc en fait, moi, mon wake-up call, ça a été quand j'étais en stage. En fait, je faisais mon stage du barreau d'entreprise. Et à ce moment-là, j'avais mis la vie de cabinet de côté, puis je me disais, je pense que je préfère être en entreprise. Et au fur et à mesure que je suis passée à travers ce stage-là qui était très plaisant, j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais faire. Et en parallèle, je m'éduquais beaucoup sur tous les enjeux juridiques des industries créatives. Je parlais avec beaucoup de gens qui étaient dans ces industries-là et j'avais l'impression qu'il y avait très peu de services adaptés à leurs besoins. Et je me suis dit, avec cet amalgame de pas totalement être satisfaite au travail, apprendre tout ça, rencontrer des gens, etc., c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ma propre pratique qui serait dédiée aux industries créatives. Et c'est un peu là, peut-être un mois ou deux avant la fin de mon stage que ça a cliqué. OK, super. Une chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je vois beaucoup de noms à l'écran que je connais pour être nos étudiants actuels ou passés de la faculté de musique. Moi, j'ai, dans mon parcours à l'université, aussi enseigné le cours du métier du musicien. Et à chaque cours, on avait des invités comme Aïcha et Marianne aujourd'hui qui nous partageaient un peu leur parcours. Et à chaque année où j'ai donné ce cours-là, j'ai aussi des étudiants qui m'ont dit, oui, mais Marianne, là, me parle de chant classique. Moi, ce que je fais, c'est de la musique numérique. Ou Aïcha me parle de droit. Moi, je fais du jazz. Et ce que je trouve, et ce que moi, je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de faire des liens avec vos propres pratiques parce que le défi est le même. Parce que c'est une question de se démarquer, de s'établir, de se faire remarquer, de développer des réseaux de contacts et qu'on joue du basson baroque, comme moi et Catalina que je vois, ou qu'on soit chanteuse comme Marianne, ce sont les mêmes défis. Donc, en ce sens-là, Marianne, toi, tu as un parcours en chant classique, tu es où tu souhaitais être, tu chantes des belles productions dans des grandes maisons d'opéra, mais ceci dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours, finalement, une avenue que tu as prise qui t'a amené où tu souhaitais être, que tu penses qu'est une avenue commune, que tu pourrais partager à tout le monde, peu importe si on parle justement à un jeune avocat, à une pianiste ou à un saxophoniste? C'est quoi l'aspect principal de tes avenues? Parce que c'est un peu essai-erreur, hein, je pense. Il y a des choses qu'on fait consciemment, d'autres, on se dit ça va m'amener là, puis finalement, c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'il y a une avenue que tu aimerais partager qui a été déterminante pour toi?
Ben, c'est sûr que l'avenue qui a été le plus déterminante pour moi, ça a été lorsque j'ai fait mon stage à l'Opéra de Montréal. Ça a été vraiment déterminant parce que ça m'a permis, ben, premièrement, d'agrandir mon réseau, puis d'avoir plus d'expérience, de faire beaucoup d'auditions, chanter devant des chefs, d'apprendre à gérer, parce que là, je parlais tu sais, au début de mon innocence un peu quand je terminais ma maîtrise, mais puis là, tu parlais de wake-up call. Ce qui était difficile aussi, c'est quand j'ai perdu cette innocence-là, parce qu'elle n'est pas restée à un moment donné. À un moment donné, on frappe des murs, puis c'est, je vous dirais même que c'est nécessaire dans un parcours de frapper des murs euh, pour faire des changements, pour réaliser certaines choses, notre personnalité, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, ça m'a aidé à gérer mon stress, gérer les attentes aussi, qui n'est pas évident. Puis ça, c'est quelque chose aussi à renouveler aussi tout au long de la carrière parce que les attentes grandissent aussi. Euh, voilà. Donc, mais pour moi, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant, c'est vraiment l'atelier et pour moi, chaque production, chaque concert que je vais faire, pour moi, c'est toujours déterminant. Je vois toujours ça comme une opportunité de me réaffirmer, de développer mon réseau, puis d'agrandir finalement euh, euh, mes avenues dans ma carrière. Peu importe le chemin que ça va prendre, mais pour moi, chaque concert, chaque rencontre est déterminante pour moi. Merci, Marianne. Question pour toi, Aïcha. Tu nous as parlé donc de ton virage. Tu t'es rendu compte à la fin de ton stage que il y avait un champ à explorer, à développer, à baliser. Et là, tu as créé ton entreprise. En ce sens-là, Ouais. c'est très semblable à une situation dans laquelle plusieurs musiciens vont se retrouver, c'est-à-dire cette carrière de travailleur autonome où tu es ta propre entreprise, où tu deviens producteur de ton activité. Et qui dit travailleur autonome, qui dit entreprise, là, on touche à des questions d'incorporation, des questions de contrat, de structure. Ça serait quoi tes conseils? Qu'est-ce que, d'abord, le chemin que toi, tu as suivi, mais après ça, pour cette clientèle que tu connais du monde artistique, là, est-ce qu'il faut absolument s'incorporer si on est travailleur autonome? Est-ce qu'il faut que je devienne Mathieu Lucien incorporé, joueur de basson de père en fils? Elle se situe où d'abord la ligne, puis Ouais. disons une espèce de cheminement idéal pour ne pas avoir l'impression que c'est une montagne qui est impossible à gravir. OK. Alors, moi, le processus à travers lequel je suis passée, ça n'a pas été l'incorporation. Je vais commencer par répondre à ça. On a souvent l'impression que l'incorporation, c'est comme la structure juridique ultime, la structure juridique qui nous rend plus sérieux, qui nous rend plus professionnels face aux gens avec qui on fait affaire. Mais il y a beaucoup de considérations fiscales à l'incorporation. Puis je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais le critère de base est que s'incorporer, ça ne vaut la peine que si que si fiscalement parlant, c'est avantageux. Et pour savoir si c'est fiscalement avantageux, vous devez aller voir un comptable. Et souvent, si vous commencez et que vous avez très peu de revenus, l'incorporation risque de vous coûter plus cher que ce que vous allez économiser en impôts. Donc, ne présumez pas que l'incorporation, c'est la structure juridique pour vous, mais une personne qui se lance sur le marché du travail, première chose à faire, c'est de penser quelle est la structure juridique appropriée pour moi. Si vous êtes seul, ça va peut-être être juste l'entreprise individuelle, donc le travailleur autonome comme on le connaît. Si vous êtes un groupe, là, tout d'un coup, entreprise individuelle, ça ne fonctionne plus. Est-ce que la société en nom collectif, c'est pour vous? Est-ce que peut-être l'incorporation, ça vaut la peine pour vous? C'est la première chose à faire. Une fois que vous avez déterminé ça, ben à ce moment-là, c'est de tout simplement faire les démarches auprès du gouvernement. Est-ce que vous voulez avoir des numéros de taxes ou ne pas avoir des numéros de taxes, tout dépendant de la quantité de revenus que vous faites. Et ensuite,
vous lancez, puis au fur et à mesure que vous allez avoir des contrats et que vous allez développer votre sens des affaires, à ce moment-là, vous allez réaliser qu'il y a certains documents dont vous allez avoir besoin. Vous allez dire, j'aurais peut-être besoin d'un contrat avec mon producteur. J'aurais peut-être, je loue un studio, j'aurais peut-être besoin d'un contrat pour ça. Souvent, on a la mauvaise manie de penser qu'il faut tout faire au début. Puis quand on pense comme ça, tout a l'air très épeurant, mais vraiment au fur et à mesure que vous allez faire évoluer votre métier et votre pratique, les choses vont venir petit à petit et les étapes à suivre vont être de plus en plus claires. Mais au début, juste régler les trucs administratifs, donc choisir la structure corporative, sous quel nom est-ce que je fais affaire, m'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font affaire sous le même nom, et ensuite vous lancer. Okay. Donc, si je te demandais, toujours un petit peu naïf comme question, mais je pense que pour plusieurs jeunes musiciens, plusieurs artistes, les mots de taxes, incorporés, impôts, ça fait mal au ventre. Là. Alors là, puis ça fait monter le niveau d'angoisse. Et là, je sais qu'on a parlé de parcours multiples, mais est-ce qu'il y a comme un conseil à part respirer, là, un deuxième conseil à part avoir respiré qui s'appliquerait le plus largement possible à l'ensemble des gens qui sont avec nous aujourd'hui? Si j'avais à donner un conseil qui s'appliquerait le plus largement possible, ce serait trouver quelqu'un pour vous accompagner qui sait ce qu'il fait. Donc là, on parlait d'impôts, on parlait de taxes. Si vous trouvez un bon comptable que vous aimez, puis qui comprend ce que vous faites dans la vie, puis qui va être capable de vulgariser ces choses-là qui vont vous faire peur, ça va être vraiment, vraiment, vraiment plus simple pour vous. Ça, c'est un conseil que je donne souvent. Des fois, se faire accompagner, c'est ce qui est le plus relaxant pour vous, ultimement. Puis ça vous libère un peu d'espace dans votre cerveau pour faire ce que vous faites le mieux, qui est faire de la musique. Merci. Marianne, une question pour toi qui nous vient de Véro dans la conversation. Quelle est la qualité ou les qualités que vous possédez, que vous considérez comme étant indispensables pour parvenir à l'épanouissement d'une carrière en musique? Donc, tu parlais un petit peu d'aptitude. Moi, je te connais bien et je vois à la fois la musicienne extraordinaire et très touchante, mais l'esprit qui est toujours en mode aussi réseautage, d'ouvrir des portes d'opportunités. Donc, tu en as brièvement parlé, mais plus directement, si je te demande de répondre à cette question-là, c'est quoi les aptitudes à acquérir pour avoir une belle carrière? Oui, bien, c'est sûr que, bon, j'ai pas la science infuse. C'est sûr, ce que je veux dire, ça va être teinté de mon expérience et de ce que j'ai observé aussi. Il faut savoir que c'est sûr que là, quand vous êtes rentré à l'université, puis les raisons pourquoi vous êtes rentré à l'université, vous avez étudié, c'est parce que vous avez un certain talent, forcément. Puis, mais le talent, ça compte peut-être, écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu, mais peut-être 20 30 Le reste, c'est toutes les aptitudes parce que, franchement, à talent égal, on va opter des fois même à talent moins, quelqu'un où est-ce qu'on va avoir confiance, qu'on sait qui est discipliné, ponctuel. Ça a l'air niaiseux, la ponctualité, mais c'est primordial. Dans un orchestre, vous ne pouvez jamais, jamais, jamais arriver en retard. J'ai vu des musiciens absolument extraordinaires où est-ce que tranquillement, ben, ils travaillaient de moins en moins parce qu'il n'y avait pas cette discipline de travail. Quand vous arrivez en répétition, d'arriver préparé. Il y a aussi d'avoir une bonne éthique de travail, d'avoir un bon comportement, d'être positif, d'éviter de critiquer vos collègues. Donc, évidemment, il faut accepter les critiques, mais que ce soit des critiques constructives. Donc, de faire attention à ce qu'on dit, de toujours être constructif dans nos commentaires. Il y a aussi ce qui est important, c'est de la persévérance. On a tous des talents, certains, et on a tous des défis. On a tous des lacunes, tout le monde sans exception. Comme moi, par exemple, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis dyslexique. Donc,
J'ai toujours travaillé là-dessus, puis je vais l'être jusqu'à ma mort. Donc, je suis dyslexique. Puis quand je suis arrivée à l'université, quand j'ai réalisé une chanteuse d'opéra devait bien prononcer l'allemand, l'italien, le latin, ben, l'anglais, évidemment, c'était plus facile pour moi, le français, mais c'était, pour moi, c'était une source de stress énorme. C'était un grand défi à cause du défi que j'ai. Donc, ce que je dis souvent, ce que je dis souvent à mes étudiants qui sont découragés parce qu'ils ont des problèmes de concentration, de mémorisation, de rythme, de lecture à vue, moi, je leur dis toujours, j'ai dit, le défi, ton défi, il n'est pas important, ton défi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce défi-là? Alors, j'ai fait appel à des coachs, j'ai travaillé fort, j'ai persévéré jusqu'à ce que je vais vous raconter cette expérience-là, pas pour me vanter, mais juste pour vous montrer que avec la persévérance, jusqu'où ça peut vous mener. Il y a 4 ans, j'ai décidé de m'inscrire à un concours international de leader allemand. Et le Grand Prix, celui qui gagnait le concours, était un engagement pour faire un récital de leader. Donc, j'ai retroussé mes manches, j'ai dit, j'ai envie de le faire. Je sentais la paix. J'ai dit, non, je vais relever mon défi, je vais le faire. J'ai travaillé fort, j'ai fait appel à des coachs allemands, j'ai fait appel même à un metteur en scène pour bien me préparer, pour éviter d'avoir des gestes parasites, de bien me présenter pour gérer aussi mon stress. Et j'ai fait le concours et je l'ai gagné. Et une des juges allemandes est venue me voir, puis elle dit, Marianne, tu étais la seule qu'on comprenait tout ce que tu disais, puis on savait que tu savais très bien qu'est-ce que tu disais, que tu racontais vraiment une histoire. Et ça a été plus fort que moi. J'ai eu des larmes qui ont coulé sur mes joues parce que, là, je lui ai dit, j'ai dit, vous savez pas à qui vous avez dit ça. Vous savez pas à qui parler. Parce que, puis c'est pas quelque chose que j'acclame haut et fort simplement parce que, ben, si j'en trouve l'opportunité, moi, je me gêne pas non plus de le dire. Mais c'est simplement une preuve que lorsqu'on a des défis, tout, tout peut se relever. Puis il ne faut pas que vous vous arrêtiez ou que vous dites, bon, ben, parce que je suis moins bonne en lecture, ben, je ne serais pas capable de faire une belle carrière comme musicienne. Ça, c'est faux, ça, c'est archi faux. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de persévérance. Mathieu, oui. Mais en fait, merci de ce partage-là, Marianne. Ce que j'aimerais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que je pense que Oui. la notion de persévérance, elle est effectivement cruciale, mais on dit toujours ça, l'important, c'est de persévérer, tout ça, mais il y a un aspect de constance aussi qui est important. Je ne sais pas si Aïcha et toi, vous allez être d'accord avec moi, mais il y a des gens qui persévèrent, donc ils font ça longtemps, mais qu'ils font de façon inconstante. Donc, tu fais un petit peu, tu avances, tu te décourages, tu arrêtes, tu reprends. Puis en bout de ligne, tu dis, oh, mais ça fait 5 ans que j'essaie. Moi, de mon expérience, des gens qui ont réussi, puis je vois comment tu mènes ta carrière aussi, il y a l'aspect de constance. Donc, trouvez-vous un rythme à vous qui fonctionne et et que vous êtes capable de soutenir. Parce que c'est vraiment, c'est pas toujours dans le moment où on a de l'énergie qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Et donc, si votre cycle de persévérance est irrégulier, puis le cycle d'opportunité va toujours être irrégulier, ben, il peut ne pas avoir de rencontre. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à cette alliance entre persévérance et constance. Aïcha, Mais merci. Excuse-moi, Mathieu, je voulais juste rajouter parce que je trouve que surtout la persévérance et la constance, ce que te renchérit, fait toute la différence. Puis, qu'est-ce qui fait que votre carrière aussi va durer? Puis, moi, je dis tout le temps que je suis en école continuelle. Je suis toujours en train d'étudier, je suis toujours en train. Il faut toujours se remettre en question. Je vois toujours des coachs, alors de toujours travailler l'instrument. Voilà. Merci, Marianne. Aïcha, j'ai deux questions
pour toi, une première qui nous vient en fait d'Erika, puis une autre qui sera peut-être un peu plus à développement de ma part. Erika demande s'il y a un site web où on peut avoir des informations, des détails qui concernent justement les informations sur incorporation ou toutes ces questions-là. Je ne sais pas si tu as une ressource à nous partager. De mémoire, je sais qu'Éducalois a des articles sur les différentes structures corporatives, sur l'incorporation, sur le démarrage d'entreprise, etc. Donc, oui, Éducalois. Éducalois. OK. Ouais. Peut-être que Virginie peut nous trouver la référence. Moi, je voulais revenir sur un événement que tu nous avais partagé tout à l'heure, encore ce moment où tu as pris le virage vers le monde culturel, parce que Ouais. c'est la notion de virage, OK, qui est assez essentielle parce que vos carrières vont être très, très longues. Si je parle aux étudiants qui sont avec nous aujourd'hui, vous avez, il semble-t-il, une espérance de vie d'environ 100 ans. Donc, une carrière là, qui va s'étaler sur plusieurs décennies et donc il va y avoir plusieurs développements, plusieurs chapitres. Et cette notion de virage ou de plan B ou de quoi que ce soit, je me demandais si tu avais d'abord toi, une réflexion personnelle par rapport à ton parcours, puis aussi sur cette idée où est-ce qu'un virage doit être plus ou moins radical? Est-ce que parce que tu développes un autre chapitre, il faut que tu fermes une porte ou si, avec la clientèle avec laquelle tu travailles, tu peux finalement avoir toutes sortes d'activités différentes, mais tu n'es pas obligé de fermer une porte pour en ouvrir une autre. OK. Alors, déjà, pour le virage initial, je ne sais pas si je considère ça comme étant un virage parce que techniquement, je n'avais pas encore débuté ma carrière. Je travaillais à temps plein, etc., mais je n'avais pas encore débuté ma carrière, donc j'ai quand même eu la chance de pouvoir avoir cette réalisation-là avant de me ramasser à quelque part où j'allais être très triste. Par contre, au fur et à mesure que j'ai développé ma pratique et au fur et à mesure que j'ai pratiqué, c'est sûr qu'il y a des champs de ma pratique qui se sont développés, qu'il y en a qui se sont refermés un petit peu plus, mais comme tu l'as mentionné, je pense que le champ dans lequel je pratique est assez large, que je n'ai pas besoin de toujours fermer toutes les portes une fois que je fais un virage. Et je pense aussi qu'au fur et à mesure qu'on développe son métier, on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités qu'on peut accepter et qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on en refuse d'autres. Donc, je vais donner un exemple. Moi, aujourd'hui, je donne beaucoup de formations. Je donne beaucoup de formations en entreprise, dans des organismes culturels quelconques. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'était jamais vraiment passé par la tête quand j'étudiais à l'université, quand je faisais mon stage, etc. Donc, il y a énormément d'activités qui ont été développées pendant les dernières 4 années que je ne considérais pas comme des virages parce que j'ai quand même continué à faire toutes les autres choses que je faisais, mais il y a quand même la même réflexion derrière ces nouvelles activités qu'un virage, c'est-à-dire, est-ce que c'est la meilleure chose pour moi? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis assez compétente pour le faire? Est-ce que ça va me rendre heureuse? Puis des fois, on fait des petits, des mini-virages comme ça qui finissent par être formidables. Puis des fois, on essaie des trucs, puis on se rend compte que c'est pas fait pour nous et c'est correct. Je pense qu'il faut aussi accepter que tout n'est pas fait pour nous, puis qu'on va peut-être avoir l'impression de perdre du temps parce que finalement, on essaie quelque chose puis on se dit, j'aurais peut-être pas dû, mais je pense que c'est normal puis qu'ultimement, il faut réaliser que même avec ce qui n'a pas fonctionné, on apprend puis on prend ces connaissances-là puis on l'utilise pour les virages futurs. Merci. Donc, ce que tu nous dis, par exemple, moi, je voudrais comme mettre des mots un peu là-dessus. Oui. Tu termines une maîtrise en musique à la faculté de musique, donc en interprétation, en composition. Tu es donc musicien professionnel et là, tu développes un intérêt pour une discipline connexe. Mm-hmm. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'on reste musicien, on n'a pas besoin de se dire je laisse la musique parce que là, je vais investir de mon temps. Il y en a qui vont faire du droit, de la médecine. Tu peux être tu restes toujours musicien et donc juste de ne pas fermer de porte, d'aller juste chercher des outils. C'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai parlé à un étudiant en droit qui me posait des questions sur ma pratique, le barreau, etc. Et qui, à la fin de notre conversation, m'a dit, est-ce que c'est possible pour moi de faire de la musique
et d'étudier en droit en même temps. Et là, j'ai répondu ce que je pensais. Puis il me dit, ah, c'est super. Puis j'ai sorti un album. Puis on n'a pas besoin d'éteindre certaines parties de sa personnalité parce qu'on suit un chemin ou parce qu'on découvre quelque chose d'autre. Je pense qu'on peut, on peut jongler avec le tout. Merci, Aïcha. Virginie nous invite dans l'outil de conversation à écrire des questions. Une question, en fait, qui est dirigée vers moi. Joueur de basson, chef d'orchestre, compositeur, vice-doyen, selon vous, à quoi devez-vous principalement cette opportunité que vous avez eue de toucher un petit peu à tout? Bien, pour brièvement parler de ça, moi, c'était vraiment l'idée de... Moi, j'aime cette idée de lancer des lignes. Alors, et des fois, on parlait, Marianne en parlait un petit peu aussi, Aïcha aussi, au début, ce n'est pas toujours très, très conscient. On n'a pas idée du pouvoir à long terme de certains de nos projets. Moi, par exemple, il y a près de 20 ans maintenant, j'ai fait un premier disque comme bassoniste. J'ai choisi un compositeur que j'aimais, que j'écoutais depuis que j'étais adolescent, qui s'appelle François Devienne. C'est normal que vous ne le connaissiez pas si vous ne jouez pas du basson ou de la flûte. Et donc, ben, en choisissant Devienne, en m'intéressant à sa musique, ça a ouvert tout un monde qui a fait, en fait, que je me suis même intéressé à la musique de cette période-là, qui est la période de la Révolution française. Ça nourrit une passion de l'histoire chez moi. Et tout ça, ça a ouvert d'autres portes. Puis une illustration encore plus claire de ça, et ça va répondre à Véro. Je me suis servi de cet exemple-là quelques fois dans le cours du métier du musicien parce que je trouve que c'est assez éclairant. En 2016, j'ai eu l'opportunité de diriger l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était un concert famille le dimanche après-midi, donc c'est pas... Mais c'était sur le même podium que Kent Nagano et c'était à la Maison symphonique. Et là, je me suis dit, quelle chance j'ai. Et si vous me demandiez, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver là en 2016? Si je remonte aussi loin que je peux, je vous dirais, j'ai appris en 1995 à jouer du basson baroque. Alors, bien sûr, si vous me dites, moi aussi, j'aimerais diriger l'Orchestre symphonique de Montréal, Mathieu, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne peux pas vous dire, apprends le basson baroque. On est d'accord que... Mais en apprenant le basson baroque, ça m'a permis de travailler avec l'Orchestre baroque Arion. L'Orchestre baroque Arion m'a permis de faire mes premières armes comme directeur artistique en soutenant le travail de Claire Guimond, qui était la directrice artistique à l'époque. En lui proposant un programme, elle m'a dit, est-ce que tu as envie de diriger ce programme-là? Et donc, je me suis mis à diriger comme ça. Et donc, c'est une chaîne comme ça c'est parce que j'avais appris le basson baroque que j'ai eu une opportunité de direction artistique, de direction d'orchestre, et qui, en bout de ligne, nous mène là. Et le fait d'enseigner le basson baroque, qui est une denrée assez rare. Là, vous en avez 2 sur l'écran avec Catalina. On est peut-être 2 des 4 au Canada. Donc, vous avez 50 % de la population de bassonistes baroques au Canada avec vous. Mesurez votre chance. Ben, en fait, ça m'a ouvert des portes au niveau de l'enseignement aussi. Alors, il y a une époque où j'avais 4 étudiants dans 4 universités différentes. Et donc, c'est ce qui a fait aussi que le monde universitaire... Mais ça, je ne pouvais pas prévoir tout ça. Parce que, et donc, c'est là où je vous dis, c'est de saisir, puis je pense que ce qu'Aïcha et Marianne nous disent déjà, saisissez vos chances, vous n'avez jamais idée d'où ça peut vous mener. Moi, on m'aurait dit à l'âge de 30 ans que je serais vice-doyen à la faculté de musique à l'Université de Montréal. J'aurais dit non, jamais, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne ferai jamais ça. Et tous les jours, j'ai un privilège, je mesure la chance que j'ai de faire ce travail-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important juste de ne pas... prendre de décision, de ne pas fermer de porte, Aïcha nous l'a bien dit, de ne pas fermer de porte trop tôt en disant ça ne m'intéresse pas. Marianne aussi l'a parlé. En attendant de voir d'autres questions apparaître dans la conversation, Marianne, j'aurais envie de te lancer sur un volet qui n'est pas commun pour une chanteuse qui fait carrière dans le monde de l'opéra comme toi, c'est ton volet un peu de productrice. Alors, donc, tu as eu un parcours, en fait, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es rentré à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, ce que tous les chanteurs, je pense, souhaitent. Tu as eu le talent et la détermination pour y arriver. La chance, oui. Et ça t'a amené, donc, à suivre ce parcours assez traditionnel, néanmoins, mais couronné de succès. Mais parallèlement à ça, tu développes tes projets, tu produis aussi des disques. Qu'est-ce qui a été le déclic de ce côté-là? Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose sur cette avenue-là qui te démarque un peu de plusieurs autres chanteuses? Oui, ben en fait, c'est que c'est vrai que
durant mon parcours, à un moment donné, je voyais, c'est ça, bon, c'est toujours, c'est jamais linéaire, tout ça, c'est jamais en ligne droite. On a des petites vagues. Bon, j'avais une petite vague un petit peu creuse, puis je commençais à travailler avec notre collègue en commun, Valérie Milo, qui a vraiment développé ça, cette expertise-là de productrice, cette créativité-là. Puis, ça m'inspirait beaucoup, beaucoup de travailler avec elle. Puis, je lui demandais conseil, tout ça, puis ça me donnait le goût de créer, de développer cette créativité-là, de développer des concerts, de mes propres projets. Puis j'ai trouvé vraiment, ma foi, un goût très, je trouve ça très, très, très stimulant. Mais évidemment, ben d'ailleurs, tu sais, souvent, je t'ai demandé conseil aussi, Mathieu, avec Valérie, avec mes agences, tout ça. Donc, ça, c'est un volet qui m'aide énormément à développer cette créativité-là, puis à développer une partie de moi en fait, que je savais pas que j'avais. Pour moi, j'étais toujours habituée de faire ce qu'on me disait de faire. J'étais drillée comme ça. J'ai été vraiment, surtout dans les mises en scène, d'être la marionnette. Bon, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis c'est une autre forme de création parce que tu arrives avec ta couleur, ta personnalité, mais de développer ce projet-là. Alors, c'est sûr qu'au début, la première année où est-ce que, par exemple, mon disque Mélodie passagère, j'ai eu un grand stress financier parce qu'il y a ça aussi, c'est cette gestion-là financière. C'est pas des petits sous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, moi, mon expertise, c'est d'avoir des idées et de performer. C'est ça, mon expertise. Mais je sais pas comment l'exécuter. Je ne sais pas, j'ai pas ces. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher de l'aide, je suis allée engager des personnes qui avaient les expertises que moi, j'avais pas pour Donc, m'aider. donc l'importance de bien s'entourer. Hein? De vraiment bien s'entourer. Oui, c'est un métier, on peut pas faire ça seul. OK, merci. Ouais. Justement, cette question-là d'entourage mène à la prochaine question que je voulais poser à Aïcha. Maintenant, on a beaucoup parlé de projets, de créativité, de Ouais. curiosité, d'audace, mais bon, toi, tu es dans la meilleure chaise possible. C'est quoi les erreurs qui sont le plus fréquemment commises par les artistes, les musiciens qui débarquent dans le monde professionnel, là? Tu dois avoir un petit carnet de faire comme il est encore tombé dans ce piège. Alors, Ouais. Ben, déjà, je vais peut-être, vous allez peut-être avoir l'impression que je me contredis parce que tantôt on parlait de saisir des opportunités. Euh, peut-être un petit bémol à ça. Je pense que toute opportunité mérite d'être étudiée. Je ne pense pas que toute opportunité est bonne à saisir. Et dans le milieu musical, puis vous allez pouvoir le confirmer, on a souvent l'impression que l'opportunité qu'on a est la seule opportunité qu'on va avoir. Et ça fait en sorte qu'on devient très émotif et qu'on accepte des propositions sans nécessairement avoir pris le temps de les étudier. Et souvent, les choses arrivent très, très vite. Donc, que ce soit, il y a quelqu'un qui veut gérer ma carrière, que ce soit, il y a quelqu'un qui veut sortir mon prochain album, que ce soit, il y a quelqu'un qui veut collaborer avec moi pour sa prochaine chanson. Souvent, on ne prend pas le temps de se demander, un, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ma carrière? Donc, pas juste à court terme, mais à long terme aussi. Deux, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif pour moi? Parce que souvent, on prend pas le temps de lire les contrats, on prend pas la peine de négocier les contrats en pensant qu'on va avoir l'air difficile si on négocie les contrats et qu'on veut nous retirer cette opportunité qui est si précieuse. Et donc, ça c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de dire oui trop vite, sans connaître nécessairement les gens avec qui on fait affaire, sans regarder les modalités de cette opportunité-là. Et on se retrouve quelques années plus tard. On dirait que c'est worst case scenario, mais ça, je vois ça extrêmement souvent. On se retrouve quelques années plus tard, pris dans un contrat qui est interminable, à donner beaucoup trop d'argent à quelqu'un qu'on n'aime pas nécessairement. juste pour bien comprendre, tu ne nous dis pas de dire oui moins souvent. Tu nous dis de dire oui une fois bien informé de la nature Oui. de la
négociation. Exactement. Je dis de dire oui en toute connaissance de cause après avoir pris le temps d'étudier la proposition. Puis dans l'étude de la musique, souvent, on se retrouve dans des situations où, moi, je reçois des courriels, puis on me dit, ah, mon futur gérant veut que je passe demain signer le contrat. Il me l'a envoyé hier. Donc là, tu n'as pas eu le temps de lire le contrat, tu n'as pas le temps de négocier les clauses parce qu'il veut que tu le signes devant lui. Cette presse est vraiment fréquente dans l'industrie de la musique, puis souvent, on a l'impression que you have to go along with it. Mais non. Non, vraiment, si les choses ont l'air d'arriver trop vite, c'est peut-être un red flag. Merci. Peut-être une autre question pour toi qui nous vient d'Alexis Desrosiers-Michaud. Dans un contexte où l'offre musicale et culturelle est très vaste, est-ce que c'est mieux de se spécialiser dans un domaine précis ou bien de tenter d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines distincts? Ça, c'est une question qui est très, très difficile à répondre, mais je te demanderais, de ce que tu connais de ta clientèle, des gens qui viennent te voir, as-tu l'impression que ceux qui s'en sortent mieux, il y en a forcément qui réussissent mieux que d'autres? Ouais. Est-ce que tu aurais une piste de réponse pour nous? Je ne veux pas donner une réponse cookie cutter puis dire oui, c'est mieux, c'est pas mieux. Parce que je pense à des clients, par exemple, j'ai un producteur en tête, lui, il fait de la production de hip-hop. Il fait de la production d'hip-hop, c'est ce qu'il fait le mieux, c'est pas mal tout ce qu'il fait. Puis ça lui permet de faire ça pour des artistes aux États-Unis, pour des rappeurs québécois, etc. C'est ce qu'il fait de mieux et c'est tout ce qu'il fait. Mais en même temps, je pense à d'autres de mes clients qui s'aventurent dans plein de projets différents et qui s'en sortent très bien aussi. Donc, je pense que c'est une question de... Si vous maîtrisez ces domaines distincts-là, je crois que c'est correct. Je pense que le problème viendrait peut-être du fait d'essayer d'accomplir trop et de ne pas nécessairement avoir les compétences pour accomplir toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai vu des gens qui se sont diversifiés, qui ont des superbes carrières et j'ai vu des gens qui se nichent et qui se disent, moi, c'est ça que je fais mieux, c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ça fonctionne très bien pour eux. Et donc, en ce sens-là, le conseil de Marianne qui nous dit, moi, ce que je sais faire, c'est générer des idées, puis performer, mais pour le reste, je me suis entouré. Finalement, on revient à la même chose. C'est oui, absolument. de ne pas essayer de tout maîtriser, c'est peut-être trop, mais certainement d'avoir les ressources qu'il faut. Puis, je voudrais rebondir sur une des choses que tu as dites tout à l'heure, Aïcha, parce que dans le cadre de ce cours du métier du musicien que j'ai donné, j'ai rencontré Nicolas Dupuis, dont le nom de scène est Anomalie, qui est venu faire une présentation extrêmement inspirante au groupe il y a 2 ou 3 ans. Nicolas fait de la musique comme ça, puis donc lui, cette notion de persévérance et de constante était, je pense, un élément clé de son succès, mais il a eu aussi, je trouve, la curiosité puis la persévérance aussi d'aller chercher des bases juridiques, comptables aussi à la base, ce qui fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne s'est pas retrouvé avec un contrat qui le liait presque ad vitam aeternam avec un gérant qui prenait une quantité de ses droits. Puis en ce sens-là, certains artistes peuvent laisser aller, puis j'aimerais que tu me corriges si je dis des âneries, mais mal informé, un artiste peut finalement se retrouver à perdre à peu près 70% de ses redevances, tandis que bien informé, hein, on peut aller chercher quelque chose, on peut minimiser beaucoup. Je ne sais pas si tu as envie de nous dire un petit peu plus sur ces notions qui sont assez étrangères à notre parcours en formation en musique. Là. Redevance, droit, ça ressemble à quoi? Ça peut représenter quoi dans la vie d'un musicien au niveau financier? Avant de répondre, moi, j'ai une question. Est-ce que ça existe encore, droit d'auteur en musique à la faculté de droit? OK. Oui. Je veux savoir. Si vous avez l'opportunité de prendre ce cours-là avec Isolde Gendreau, prenez-le parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses que je suis en train que je m'apprête à aborder. Mais tu m'as fait penser à quelque chose avec l'histoire de prendre 70%, 70% des revenus. Je vais vous donner un exemple simple. Un contrat de gérance. Un contrat de gérance, ça a l'air simple comme ça, mais normalement, un contrat de gérance, on parle d'un 3 à 5 ans de gérance active. Mais souvent, dans ces contrats-là, il y a ce qu'on appelle des sunset clauses, qui sont des clauses où même à la fin de ton contrat, tu continues de donner des redevances à ton ancien gérant. Et donc, mal négocié ou tout simplement pas lu, vous pourriez un jour vous ramasser à donner une commission à un nouveau gérant, une commission à un ancien gérant.
Et tu sais, quand on parle de 20%, on parle tout d'un coup de 40% qu'on donne comme ça à une personne qui ne fait plus rien pour nous. C'est quand même intense. Il y a plusieurs contrats que vous allez rencontrer, que vous allez voir dans votre vie, dans votre vie de musicien ou d'artiste dans le monde de la musique. Mais ce que je vous dirais, c'est il y a quelque chose que vous devez regarder dans ces contrats-là. Il y a la durée, évidemment. Ensuite, il y a vos redevances. Donc, en tant qu'artiste dans le monde de la musique, vous avez le droit à des redevances et les redevances auxquelles vous avez le droit vont dépendre de ce que vous faites. Donc, il y a des redevances si vous êtes auteur-compositeur, il y a des redevances pour les éditeurs, il y a des redevances pour les producteurs de musique, il y a des redevances pour les interprètes et vous pouvez aller chercher un type de redevance ou plusieurs types de redevances, tout dépendant de ce que vous faites sur un certain morceau. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous conseille d'aller sur le site de la SOCAN et sur le site d'Artisty, qui sont deux sociétés de gestion collective à travers lesquelles vous allez pouvoir obtenir vos redevances. Donc, puis des redevances, vous les avez indépendamment de votre cachet. Parce que je sais que quand on est musicien, ça arrive souvent qu'on se dit « Ah, je travaille là-dessus, je me fais payer, c'est pas 300$ pour tel mandat. » Et on pense qu'il n'y a rien d'autre qui vient avec, mais pensez toujours à vos redevances de manière indépendante à votre cachet. Puis là, j'ai l'impression que je me perds puis que je ne sais plus trop c'était quoi Non, exactement non, ta non. question, Mathieu. C'est très, très clair, Aïcha. Ouais. Écoute, merci de ces précisions-là. L'heure tourne, on approche bientôt de la fin de notre rencontre. Il y aurait peut-être le temps pour une autre question dans la conversation, parce que ce que je vais vous inviter à faire, Aïcha et Marianne, peut-être s'il n'y a pas de questions qui émergent dans les prochaines secondes, c'est de nous livrer peut-être un conseil, un mot d'or à ne pas... Moi, je vais commencer de mon côté par, quand j'ai préparé ce cours du métier du musicien, j'ai lu un livre fascinant qui s'appelle Beyond Talent de Angela Beeching Miles. Et la préface déjà est fascinante. Cette femme-là nous dit, moi, mon rêve dans la vie, c'était d'enseigner le violoncelle dans un college américain. J'ai fait ce parcours-là, j'ai fait mes études, j'ai fait un doctorat, j'ai obtenu une job. Et le jour où j'ai commencé cette job-là, j'ai réalisé que ce n'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Alors, elle dit, et là maintenant, elle est conseillère en gestion de carrière au New England Conservatory à Boston. Et ce qu'elle nous dit, c'est important d'avoir un objectif de où vous voulez être dans 10 ans et de vous poser la question, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être bien positionné dans 5 ans en prévision de cet objectif-là, dans 2 ans, dans 1 an. Et il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant, cette semaine, en prévision de l'obtention de cet objectif-là, tout en n'oubliant jamais que vous serez probablement complètement ailleurs dans 10 ans et que c'est pas plus mal, au contraire. Donc, juste d'avoir un plan, mais d'accepter que la vie va probablement vous amener ailleurs, mais toujours rester dans une dynamique un petit peu plus structurée comme ça. Moi, c'est mon conseil que je vous offre. Marianne, peut-être un conseil que tu voudrais partager? Oui, mon conseil que j'aimerais partager est que, bon, c'est sûr que cette année, c'est pas facile pour les musiciens, mais pour tous les artistes. Et j'ai eu des anciens étudiants qui me demandaient des conseils, qu'est-ce que je fais après les études. Là, ce que je vais vous dire, premièrement, paniquez pas, parce que cette année, c'est pas le reflet du futur. À un moment donné, ça va revenir plus ou moins dans la norme. Donc, le roulement, les auditions, tout ça va revenir. Ce que je vous dis aujourd'hui, qui est super important, puis qui va continuer de l'être, c'est faites des démos vidéo, mais vraiment top. C'est important de vous faire entendre, mais que ce ne soit pas juste pas des vidéos avec vos selles, puis que vous mettez ça dans les réseaux sociaux. Quelque chose de vraiment très, très, très bien fait, que vous êtes fiers, puis que vous montrez ça au chef d'orchestre, au directeur, à tout le monde dans les réseaux sociaux. Faites des démos vidéo. Merci, Marianne. De ton côté, Aïcha? Moi, mon conseil, ce serait n'ayez pas peur de demander ce que vous voulez.
je pense que ça arrive très souvent, puis surtout dans la carrière d'un artiste, on se bute à quelques échecs, etc. Puis on perd un peu de vue la valeur qu'on a. Puis à partir du moment où on a une opportunité devant nous, on se dit, ah, ben, je ne pousserai pas trop, je trouve que c'est pas super bien payé, mais je ne pousserai pas trop. Ayez pas peur de demander ce que vous voulez. La seule chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un vous dise non. Et très souvent, ils vont vous dire oui. Pas avoir peur de demander, c'est ça. Seulement. Yes. Marianne, Aïcha, merci beaucoup. C'était passionnant de vous entendre. Oui.